Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'idée de cette session webinaire est de parler de l'omnicanalité. Alors, on teste le format, pour le coup, 13 heures, l'heure du café, j'espère que vous avez le temps de déjeuner, pour avoir un sujet qui nous concerne de plus en plus régulièrement quand on parle du e-commerce, l'omnicanalité en l'occurrence. Alors, je vais aller directement dans le contexte. Pourquoi on parle de ce sujet-ci? Pour la simple et bonne raison, c'est que, comme vous avez pu le constater, on a de plus en plus un accroissement d'une activité croisée entre le e-commerce dit classique et les magasins et le retail. On constate que de plus en plus, les problématiques des clients e-commerçants ne s'arrêtent pas que au e-commerce. Bien évidemment, quand on commence à avoir une activité qui grossit, qui commence à passer ce plafond de verre de plusieurs millions de chiffres d'affaires, on pose toujours la question de est-ce que je continue à grossir au niveau de mon e-commerce, est-ce que j'ouvre des magasins, comment va s'organiser la suite? Et mécaniquement, quand on commence à se poser la question de est-ce que je vais faire à la fois de la vente en ligne et de la vente physique, comment j'organise mon omnicanalité. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler de ce qu'on va voir aujourd'hui et ce qu'on ne va pas voir aujourd'hui. On va pas parler tant que ça de technique et flux, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un des points importants quand on parle d'omnicanalité, bien évidemment. C'est le nerf de la guerre, c'est comment notre écosystème dialogue. Mais je ne vais pas entrer dans la technique, pour la simple et bonne raison, c'est que l'auditoire est assez varié. Donc, je ne vais pas parler technique, développement, API, etc. Cependant, c'est un point important qui pourrait faire l'objet carrément d'une conférence à part. On ne va pas parler aussi de la meilleure solution omnicanal. Par contre, je ferai une petite parenthèse pour vous parler de quelle techno nous on préconise chez Evolutive et à quelle techno on travaille en fonction du besoin d'omnicanalité du projet et du e-commerce, sachant qu'encore une fois, on parle d'omnicanalité au sens large. Donc, vous allez voir qu'on va parler de l'omnicanal quand on est dans un réseau de distribution très vaste ou quand on se lance à son compte avec un premier magasin. On ne parlera pas de digitalisation de magasin, quoique je pourrais faire une conférence à part entière également sur ce sujet-là. C'est-à-dire quelle est l'expérience qu'on offre en magasin, comment on peut la croiser avec son digital. Et quand je dis digital, ce n'est pas que le site marchand, mais c'est tout ce qui va autour de la plateforme digitale et donc qui peuvent se retrouver en magasin. On ne parlera pas non plus d'affichage digitaux, quoique il y a un vrai intérêt et un vrai sujet quand on va croiser sa plateforme e-commerce avec son OMS, avec son WMS et cette notion de stock et disponibilité, cette notion de prix affiché en magasin. Par contre, je vous invite à vous poser, à vous concentrer sur ce sujet parce qu'il y a de très belles technologies qui sont sorties ces 2 dernières années pour faire de l'affichage de prix interactif et en temps réel en fonction du magasin, interfacé avec le site marchand. Donc, il y a là aussi un sujet à part entière qu'on pourrait creuser ensemble. Et on ne parlera pas de Xavier Dupont de Ligonnès parce qu'on a perdu sa piste à Chambéry et qu'à chaque fois, j'ai des questions diverses et variées sur des sujets qui sont autour de l'omnicanal. Donc, j'en rigole, mais on va vraiment rester autour de l'omnicanalité. Et parenthèse, pas forcément autour de PrestaShop, car même si Evolutive est bien évidemment un partenaire historique qui travaille avec PrestaShop, le but c'est de sortir un petit peu de la technologie. C'est pas se focaliser uniquement sur la techno, mais encore une fois, vous alerter ou alerter sur les points d'attention qu'il faut avoir quand on réfléchit à l'omnicanalité, parce que beaucoup en parlent, mais très peu savent concrètement en quoi ça va consister et la suite quand on se lance dans l'omnicanalité. N'hésitez pas. Alors, pour le format, j'ai vu qu'il y a le chat. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va les noter. J'ai ma collègue Nora qui suit également les questions, donc on pourrait répondre à la fin. Ce que je propose, c'est que pour que ce soit un peu fluide, j'enchaîne la présentation. Puis je répondrai à vos différentes questions juste à la fin de la presse et du webinaire. Alors, si on enchaîne rapidement, je rappelle un tout petit contexte qu'on a tendance tous à oublier parce que le contexte géopolitique actuel fait que le climat est un peu tendu, mais je rappelle qu'il y a 3 ans, le climat était encore plus tendu. Il y a 3 ans, on était tous en plein Covid, on était tous en plein confinement. La vie n'était pas forcément plus facile que maintenant, donc il faut toujours se rappeler l'histoire et il faut toujours se rappeler que ça pourrait être pire, encore une fois. Et donc, on a eu cet effet d'abandon des magasins, on constate encore aujourd'hui. Il y a des marques emblématiques qui, hélas, ferment ou se font racheter. Il y a une espèce de grande rotation autour du retail et des magasins. Cependant, ce que ça nous a permis de constater, ce Covid et ce confinement, c'est que la relation humaine était importante, la découverte in situ était importante. Et on voit, 3-4 ans après,
un réamour de la relation client et de l'appropriation de la relation client. Alors, ça dépend bien évidemment, on est d'accord, du secteur d'activité, de la technologie, de la complexité des produits qu'on a sur son site marchand et qu'on a dans sa marque. Mais on ne peut que constater le souhait de se rapprocher encore une fois d'une relation plus directe, que ce soit à la fois sur le site marchand, mais à la fois en physique, et donc de recréer un lien et donc de proposer une expérience. Donc mécaniquement, on ne peut que se dire, si on fait des perspectives, que la problématique et le besoin d'omnicanalité va aller grandissant et on va se rendre compte progressivement que quand on va concevoir une plateforme e-commerce, à l'époque, il y a 5, 6, 10 ans, on était un pur player e-commerce. J'ai accompagné, j'ai suivi des e-commerçants qui commençaient avec leur stock dans le garage, faisaient tout par eux-mêmes et puis maintenant font des chiffres d'affaires assez élevés. Maintenant, quand on réfléchit à son e-commerce et sa plateforme e-commerce, quand on a des ambitions, qu'on va ambitionner de passer un certain chiffre d'affaires, on ne peut que, et on est obligé de penser à la suite et voir comment ça va se passer si demain je veux avoir ne serait-ce que des pop-up stores, parce qu'on va en parler. On peut très bien faire de l'omnicanal pendant une durée précise. Nous avons un client chez Evolutive qui fait ça, c'est-à-dire qui fait de l'omnicanalité uniquement entre juillet et août. Donc il faut, quoi qu'il arrive, avoir les bons réflexes et avoir cette arrière-pensée de se dire, je ne vais pas me limiter qu'à mon site marchand, mais aller au-delà. Et j'insiste encore une fois sur le point précédent, au-delà, ça ne veut pas dire aussi que l'omnicanalité. Une plateforme e-commerce, quelle qu'elle soit, va forcément dialoguer à un moment donné avec une gestion de stock, avec un CRM, avec potentiellement des outils de fidélité ou de parrainage. Donc des solutions qui vont progressivement ne plus être incorporées au site marchand, mais des solutions qui se greffent autour. Donc quoi qu'il arrive, l'omnicanalité n'est ni plus ni moins que l'illustration du fait qu'une plateforme e-commerce doit s'ouvrir, rester ouverte et dialoguer avec un maximum d'acteurs. Donc, le Covid a été bel et bien un catalyseur, et d'ailleurs, je vous ai sorti parce que ça fait bien dans des webinaires d'avoir des beaux chiffres, mais les chiffres, les audits, les études démontrent que c'est un fait avéré et qu'on tend vraiment de plus en plus vers un besoin, quand on a une plateforme e-commerce seule, de croissance vers le e-commerce et vers les magasins et donc de l'omnicanalité. Dans les solutions que nous, par exemple, chez Evolutive, on va utiliser quand on va faire de l'omnicanalité, alors bien évidemment, encore une fois, Evolutive travaille et collabore étroitement avec PrestaShop sur l'avenir de PrestaShop et sa capacité à évoluer, notamment sur la prochaine version 9. La parenthèse d'ailleurs, c'est que PrestaShop 9 tend prochainement à devenir vraiment un outil central qui va dialoguer avec ces nouvelles API, avec différents acteurs. Donc l'intérêt de PrestaShop est de plus en plus d'aller vers cette capacité à s'interfacer, là où pour l'instant la solution était très entre guillemets packagée. Maintenant, PrestaShop tend à dialoguer de plus en plus vers des acteurs qui commencent à être posés. On travaille également avec Vtex, qui est une solution un peu plus marginale, moins connue en France, car brésilienne, qui est un SaaS et qui est une solution qui apporte une offre clé en main pour faire de l'omnicanal, de l'OMS, du WMS. La solution a un intérêt dans des cas très précis de clients qui cherchent à faire de l'exploitation transversale, donc ça veut dire depuis le site marchand, sur les sites classiques également, au niveau international, fois le nombre de magasins en fonction des pays dans lesquels on est implanté, une solution lourde qui va répondre à des besoins, comme je vous invite à aller voir l'offre de Vtex et ce qu'ils proposent, à des besoins de clients. Ils travaillent par exemple c'est une solution brésilienne qui a un très gros succès aux États-Unis par exemple et qui va satisfaire des clients comme Walmart. Quand on parle de PrestaShop, on travaille nous étroitement encore une fois avec PrestaShop, avec maintenant MBI, qui est la holding, la maison mère de PrestaShop et qui propose une offre notamment sur la livraison, qui tend à faire du click and collect, qui tend à proposer des services de retrait dans les magasins MBI quand on a fait de la vente en ligne via PrestaShop. Et j'insiste aussi sur une solution avec laquelle Evolutive travaille étroitement, qui est Planète. Alors pour ceux les plus anciens d'entre nous qui ont connu Proximis, c'est la lignée en fait. Planète a récupéré la solution Proximis pour en faire une offre complète. Et Evolutive a travaillé sur une solution qui permet de faire en sorte que Planète et PrestaShop s'intègrent totalement, si bien que vous avez la capacité de faire tendre votre PrestaShop vers de l'omnicanalité, parce que Planète propose notamment les POS, les points de vente, les solutions de vente, tout ce qui va permettre aussi de gérer les stocks par magasin et par entrepôt, si bien que le connecteur que nous avons conçu chez Evolutive permet assez simplement, parce que Planète est clé en main malgré tout, de faire dialoguer PrestaShop avec Planète pour
étendre son activité e-commerce sur PrestaShop vers de omnicanalité, vers les magasins grâce à Planète. Il y a bien sûr bien d'autres solutions, je vais y revenir, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'omnicanalité, c'est pas le cliché qu'on donne très souvent de dire voilà, j'ai un site marchand et j'ai 400 magasins et qu'est-ce que je vais faire et j'ai besoin d'appeler et l'IT, et le CRM et les gens qui sont en charge du digital pour arriver à canaliser tout le monde. L'omnicanal, ça commence, et c'est mon point, à partir de un magasin. Alors, je dis pas que quand on a fait de l'omnicanalité entre un site marchand et un magasin, on a résolu tous les problèmes parce que bien évidemment, quand on a 300 magasins, c'est beaucoup plus complexe que quand on a un. Cependant, quand on commence l'omnicanalité avec son premier magasin, quelque part, on casse des premières barrières et on met en place des choses qui seront valables pour les 300 autres. Donc, en fait, l'omnicanalité, ça commence dès lors qu'on a un magasin, qu'on a un point de vente, qu'il soit éphémère ou pas, et qui dialogue avec le site marchand pour partager les outils et les fonctionnalités qu'on est en droit d'attendre quand on lance de la vraie omnicanalité à part entière. Qu'est-ce qui s'appelle l'omnicanalité selon nous à part entière chez Evolutive? Et on a tendance à négliger ces 5 axes qui sont importants. Alors bien évidemment, quand on parle d'omnicanalité, on parle du stock. Je reprends l'exemple de mon client qui fait de l'omnicanalité éphémère. Il a par exemple son site marchand qui est ouvert toute l'année dans prêt-à-porter. Et donc, ce client a plusieurs magasins au bord de la Côte d'Azur qui sont des pop-up stores éphémères. Dans ce contexte-là, il a mis par exemple une gestion de caisse Zitel pour avoir des remontées de ses encaissements au niveau de son PrestaShop, avec ce côté multi-magasin qu'on a mis en place. Et bien évidemment, ce dont il a besoin, c'est qu'à un instant T, si j'ai vendu un produit ou une robe en magasin, ce produit ou cette robe ne soit plus en stock dans le site marchand pour éviter des conflits et du SAV. Le stock, c'est la base même de l'omnicanalité. C'est-à-dire que si on veut éviter de créer de la frustration, si on veut éviter de se créer des problèmes, des avoirs et des annulations de commandes, il est important que ce stock soit mis en temps réel. Et je fais une parenthèse d'ailleurs. Pour ceux d'Evolutive qui sont peut-être connectés, on connaît bien le sujet. Il nous arrive parfois d'avoir des clients qui nous disent « je veux avoir mon stock en temps réel, je veux pouvoir justement être sûr que sur le site marchand, il y a le stock exact que j'ai en place et qui est synchronisé avec ce que j'ai dans mes 3 magasins ». J'ai un exemple en tête très concret d'un autre client qui voulait absolument ça. Sauf que la technologie que la cliente avait en l'occurrence, c'était ni plus ni moins que des EDI, donc pour ceux à qui ça ne parle pas, des fichiers à plat. Donc ça veut dire que quand on échange entre 2 stocks, même si c'est entre guillemets un ID de produit avec un stock donné pour un magasin donné, ça veut dire qu'à chaque fois, le RP de la cliente déposait des fichiers qu'il fallait traiter côté e-commerce puis synchroniser. Donc, ça ne se fait pas en temps réel. Et on pourrait faire en sorte que cette synchro se passe, on va dire, toutes les minutes. Sauf que, en l'occurrence, la cliente en question a 5000 références. Donc, on ne peut pas faire un import et un traitement de fichiers toutes les minutes pour passer 5000 enregistrements et 5000 produits, 5000 références. Ça veut dire que je préfère autant mettre les 2 pieds dans le plat. Quand un client vient nous dire, je voudrais faire du stock en temps réel et que mon échange, mon format de fichier, c'est des fichiers à plat, autant dire que ce n'est pas possible de faire du temps réel. Il est important, et c'est partie de ces points-là, quand on parle de stock, si on parle de stock en temps réel, encore une fois, multi-magasin, site marchand, il est important que ça passe uniquement par des web services ou des API. C'est-à-dire que si j'ai vendu côté e-commerce un produit, j'appelle le stock et je lui dis que le stock a été dégrévé. Si en magasin, le stock a enlevé un produit, il appelle le site marchand, mais tout ça en temps réel. Si ça passe par des fichiers EDI, il est impossible de faire du temps réel, c'est du faux temps réel, et on aura quoi qu'il arrive une fenêtre qui fera qu'à un moment donné, un ou une cliente va acheter votre produit en magasin, qui sera toujours pile poil disponible sur le site marchand, et vous allez vendre 2 fois le même produit, donc vous allez créer forcément une insatisfaction. Donc la gestion du stock sur l'omnicanalité, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, mais pas que. L'expérience mobile, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a tendance aussi à se dire, en magasin, en fait, l'expérience omnicanal, c'est noir ou blanc. C'est-à-dire que soit je suis derrière mon ordinateur tranquille à chercher mon produit, soit je suis en magasin à échanger avec un ou une conseillère. Alors en fait, non, parce qu'entre les deux, il y a toute cette période de navigation, de recherche qui, bien évidemment, et vous le constatez tous et toutes sur vos sites marchands, qui se fait sur mobile, avec un usage mobile. Et de plus en plus, ce qu'on constate, c'est que les clients, alors on avait autrefois l'effet inverse, c'est-à-dire que on allait en magasin et puis on regardait ce qui était dans le magasin, je voyais si ça m'allait et puis j'allais commander moins cher sur le site marchand.
parfois du concurrent. Maintenant, on commence à avoir un effet inverse qui est que je suis sur le site marchand, tranquillement, sur ma tablette ou mon téléphone, je fais mon panier ou je commence à me faire ma wishlist et je vais avec cette wishlist directement en magasin. Ça veut dire que ça crée des mécaniques ou des expériences clients qui n'existaient pas jusqu'alors. Typiquement, il faut que j'ai la possibilité, si j'ai créé un panier sur mon application, sur ma version mobile ou sur mon site, qui permettent, par exemple, si j'ai mon panier, je donne un exemple, d'en générer un QR code ou de générer une référence de ce panier pour que mon vendeur ou ma vendeuse en magasin puisse retrouver avec cet identifiant mon panier pour qu'ils puissent voir si oui ou non déjà, en plus d'avoir les éléments en stock, on puisse faire essayer au client. Donc, on avait cet effet, encore une fois, de je suis en magasin et je vais après acheter en ligne. Maintenant, je n'ose pas acheter en ligne, je crée ma demande et mon besoin sur mon expérience mobile a priori et je vais directement convertir en magasin. Avant, on était dans un sens, maintenant, on est dans les deux sens. Et encore une fois, ça crée des besoins et des expériences, même en termes d'UX, très riche à penser et à réfléchir parce qu'il y a cet effet de surprise. Donnez-moi la référence de votre panier, je le retrouve tout de suite. J'ai eu par le passé l'occasion de travailler là-dessus sur des projets comme Saint-Maclou où quand on a en plus, et c'est encore plus vrai, des produits qu'on a du mal à vendre en ligne parce que c'est du bricolage, mais par contre du matériau de bricolage qu'on peut pas acheter parce que faut voir si oui ou non ça correspond, il faut mettre les surfaces, ce genre de choses. Souvent, il y a des sites marchands qui vendent en ligne des produits qu'on ne peut proposer qu'en magasin. Donc, le site marchand a plus office de création d'une wishlist, création d'un panier pour après aller transformer en magasin. Et donc, dans ce cas très précis, par exemple du bricolage encore une fois ou de produits sur mesure, ça va être d'autant plus utile et si on ne propose pas, on est sûr qu'on aura un beau site vitrine qui fera catalogue, mais qui n'aura aucun intérêt pour la vente en ligne et en magasin. Bien sûr, les avis et la géolocalisation comptent avant tout, parce que c'est dommage, mais encore une fois, les avis, on en est très tributaire quand on est en ligne, on en est encore plus tributaire quand on est en magasin. Je pense que vous voyez encore plus depuis le Covid et depuis l'avènement des QR codes fleurir dans tous les magasins que vous croisez, qui sont les plus tendance, des QR codes pour flasher, pour directement aller donner son avis sur Google à la caisse, des outils qui sont physiques pour montrer qu'on peut donner son avis et donner de façon interactive son avis. Et bien évidemment, cette mécanique s'accroît. Ça croît et j'y reviendrai plus tard, d'autant plus que avec les derniers changements qu'on a sur Google Business, et je ferai une parenthèse là-dessus, qui quelque part un des canaux de trafic et d'acquisition de l'omnicanalité, on va avoir mécaniquement ce besoin et d'avis et d'échange directement d'avis de façon localisée en fonction du magasin et en fonction du site marchand de façon séparée. Les réseaux sociaux, bien évidemment, sont un facteur clé à surveiller et à mettre en place. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on communique au niveau du e-commerce sur ces réseaux sociaux, on communique sur la plateforme e-commerce, sur la marque. Ça veut dire que dès qu'on va avoir un ou plusieurs magasins, et encore plus si on a plusieurs magasins qui sont en différentes localités, il va falloir qu'on communique de façon spécifique et localisée autour du magasin. Et donc, va venir des magasins. Et donc, vont venir les problématiques classiques de communication et marketing et de stratégie marketing, qui sont les suivantes. Est-ce que oui ou non, je communique de façon globale sur un seul canal pour ma marque et tout magasin confondu et e-commerce y compris? Ou est-ce qu'il faut que j'ai une communication localisée, ciblée de façon localisée en fonction du magasin? Alors, il n'y a pas de réponse avérée parce que ça dépend déjà de votre cible, ça dépend de votre produit, ça dépend aussi de votre budget parce que c'est plus coûteux de faire une communication à chaque fois localisée que massive pour l'ensemble des magasins. Mais l'arbitrage va sembler parfois nécessaire, voire évident parce que en fonction, on ne va pas adresser, si on est dans le prêt-à-porter, on ne va pas adresser de la même façon une cible pour vendre une veste, une doudoune, des gens qui sont dans le sud ou des gens qui sont dans le nord. Donc, on va être obligé, quoi qu'il arrive à un moment donné, quand on va se dire « je veux pousser ma communication au-delà de mon site internet et de mon site marchand vers les magasins », de repenser entièrement tout ça. Et la fidélité, parce qu'en fait, si on prend les taux qui forgent l'omnicanalité, les deux critères qui sont les plus importants selon nous, le troisième étant le point de vente et la facilité de paiement, mais ça j'y reviendrai après. Les deux critères les plus importants sont ce qu'on évoque, le stock synchronisé, le stock visible et accessible pour savoir en temps réel si j'ai bien un stock qui est à jour dans les différents magasins et sites marchands, et la fidélité. Pourquoi la fidélité, ou du moins la relation marketing pour étendre la fidélité? Parce que on ne va pas comprendre, et j'ai
plein d'exemples de clients qui ont encore ces cas-là. Je pense même que des grandes enseignes ont encore ce problème-là de synchronisation de la fidélité. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, un client lambda, client-cliente, et ça, c'est quelle que soit l'activité que vous avez, quel que soit le site marchand, quel que soit le métier que vous avez, un client va de moins en moins comprendre le fait qu'il a des points de fidélité, il crée une fidélité sur le site marchand qu'il ne peut pas retrouver en magasin. Il va de moins en moins comprendre le fait qu'il a acheté ce matin un magasin et que sa fidélité n'est toujours pas synchronisée sur le site web pour consulter ses points et prévoir un prochain achat. On a encore beaucoup de cas chez Evolutive où on rencontre ce cas d'usage et cette problématique. Pour ma part, j'ai régulièrement l'occasion de faire des audits dans ce sens-là ou sur ce genre d'édifice. Et à chaque fois, il y a un point de friction fort sur la fidélité parce que, par exemple, la fidélité passe par la gestion de caisse qui, comme on l'évoquait avant, n'est pas très ouverte, n'a pas de web service, si bien que la gestion de caisse, tous les soirs, doit faire un dépôt de fichiers avec la fidélité cumulée par magasin, qui doit remonter au site web. La fidélité, parfois, est calculée différemment entre le point de vente et la caisse et le site marchand, ce qui fait qu'on a des recoupements qui ne fonctionnent pas. Et j'ai vu des cas assez étranges où la fidélité était gérée différemment entre le site marchand et les magasins, si bien qu'au final, il y avait deux programmes de fidélité qui cohabitaient en fonction de si j'achetais en magasin ou en site marchand. Et pour tricher, le e-commerçant, tricher c'est un grand mot, mais pour faire passer entre guillemets la pub à son client, le e-commerçant avait présenté le fait que en fait, en magasin, on gagnait plus de points, plus de fidélité que sur le site marchand, ou l'inverse, si bien que ça justifiait le fait qu'il y avait des programmes différents parce que les rewards n'étaient pas les mêmes. Alors, c'est une belle façon de rebondir quelque part, mais aujourd'hui, la fidélité ne peut pas, elle ne doit pas être indépendante et ne doit pas être mise de côté par rapport à l'omnicanalité. Si bien que, ça rejoint mon point suivant, on va être obligé de penser omnicanalité sur l'ensemble de ces critères. Ces critères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, on va être obligé de voir sur l'étagère ce dont on dispose et quelles sont les solutions qui nous permettent de faciliter cet échange. Alors là, je vous ai listé encore une fois quelques autres acteurs dont j'ai déjà parlé, avec qui on parle omnicanalité. C'est-à-dire que là, je vous ai listé des gens avec qui on travaille au quotidien, avec un sujet d'omnicanalité. Alors, comme vous pouvez vous rendre compte, par exemple, on vous a listé Aircall. Alors, Aircall, pourquoi Aircall? Parce que quand on a du SAV, est-ce qu'on fait du phoning et du SAV directement avec un call center qui arrive au centre, là où se trouve le site marchand? Ou est-ce qu'on fait du call center avec la capacité en fonction de là où le client appelle de renvoyer potentiellement à tel ou tel magasin une fois qu'on a déterminé le magasin dans lequel il se trouve? Comment on organise ça? Est-ce que je veux pouvoir, quand j'appelle directement à un magasin, que ce magasin retrouve mes commandes web? Tout ça, c'est possible avec des solutions de téléphonie qui sont forcément poussées et qui sont avec des API. Aircall en fait partie. Quand on va travailler avec Aircall chez Evolutive, ça va être pour ce genre de problématique, c'est-à-dire je veux avoir un numéro de téléphone par magasin, qui vont me servir d'ailleurs sur mon Google Business, mais je veux que quand on appelle sur le téléphone du magasin, on soit en capacité de savoir dans la fiche client de mon site marchand que le client a appelé tant de fois à tel magasin, à Chambéry, à Lyon, à Grenoble ou que sais-je. Si on regarde bien également, donc je vous reparle de Planète, dont je parlais tout à l'heure, qui permet encore une fois de proposer une solution intégrée omnicanal. D'ailleurs, Planète, parenthèse, s'intègre avec d'autres solutions, mais propose aussi une offre clé en main. C'est-à-dire qu'un peu comme VTEX, comme je l'évoquais tout à l'heure, on va être capable de faire tout de A à Z avec Planète, depuis la plateforme e-commerce jusqu'à l'ensemble de l'implantation des magasins. On travaille également avec Shippingbo. Je mets en avant Klaviyo parce que on travaille sur de l'omnicanalité, ça veut dire encore une fois faire du marketing ciblé, localisé. Donc, quand on va faire de l'automation, on va plus pouvoir se permettre de faire de l'automation et envoyer des emails automatisés sur des scénarios aux clients de la même façon, qu'ils soient, encore une fois, je renouvelle, de Nice à Lille. Il va falloir forcément adapter ce discours, adapter ce contexte. C'est grâce à des outils comme Klaviyo qu'on va être capable de le faire. Et si vous regardez un peu aussi dans ces acteurs avec qui on parle d'e-commerce, vous regarderez, il y a un point commun, et c'est un peu le spoil, les acteurs bancaires. Pourquoi? Parce que les acteurs bancaires sont là pour vous proposer des solutions de paiement en ligne, mais vous regarderez et vous ne pouvez que constater que de plus en plus tous tendent progressivement sur l'offre
omnicanal, c'est-à-dire que maintenant des acteurs comme Payplug, qui est un acteur historique qui proposait du paiement en ligne avec toutes les facilités et solutions qu'offre Payplug, Payplug maintenant propose des TPE, des solutions de moyens de paiement directement sur site. Vous allez vous rendre compte que Worldline en fait de même. Zita est une filiale de PayPal qui propose à la fois la gestion de caisse, mais à la fois le TPE. Pourquoi? Parce que déjà, quelque part, ça fait des flux bancaires, donc c'est toujours bienvenu pour eux. Mais l'avantage de ces solutions et de ces technologies, c'est qu'ils proposent, encore une fois, des API, des outils qui permettent de se connecter, qui permettent de faire un dialogue dans l'écosystème. Je prends un exemple que j'évoque très régulièrement quand je parle de Payplug ou quand on intervient avec Payplug sur des présentations. Par exemple, il est possible de tokeniser une carte de crédit pour faire du rappel de carte, pour repasser commande, etc. Ce seul token permet d'identifier une carte de crédit. Ça veut dire que la carte de crédit, sans avoir les coordonnées bancaires du client, bien évidemment, va nous permettre de savoir que le client a payé en ligne sur le site marchand, mais a payé aussi sur un TPE Payplug avec ce token, et donc le fait que cette carte est unique. Si bien qu'on va être capable, uniquement avec l'usage de la carte, de faire de l'omnicanalité au sens je sais que Madame Michu a acheté sur mon site marchand avec cette carte de crédit. Elle a acheté aussi dans le magasin juste à côté avec cette même carte de crédit. Plutôt que de l'embêter avec de la fidélité, on peut cumuler cette fidélité parce qu'on a tokenisé la carte. Donc, si vous creusez bien, si vous regardez un peu l'écosystème e-commerce à l'heure actuelle, alors je parle vraiment pour ces acteurs-là. Hein. Il y a plein de choses. Par exemple, si vous faites de la suggestion de produits, si on prend des acteurs comme Nosto Beable, on va être capable potentiellement de faire de la suggestion de produits ou du cross-selling intelligent en se basant sur la localisation du visiteur. Techniquement, c'est également de l'omnicanal. Donc, tous ces acteurs-là tendent à proposer une offre qui ne se limite plus au site marchand, mais va bien au-delà, encore une fois. Pour du coup avoir les bonnes bases sur l'omnicanalité, moi je vous ai listé les quelques conseils qu'on donne à chaque fois quand un client vient vers nous avec un projet omnicanal. Et je dis bien, quel que soit le projet omnicanal. Je le renouvelle, on fait de l'omnicanalité dès lors qu'on a un site marchand et un magasin. Alors bien évidemment, et je le renouvelle, quand on a affaire à 300 magasins, ça ne va pas fonctionner pareil et bien évidemment, ça va créer des problématiques lourdes et complexes. Mais comme je vous l'ai évoqué avant, et comme dans le e-commerce en général, il y a des solutions présentes pour chacun des paliers de l'omnicanalité dans lequel on va aller. Autrement dit, on peut très bien commencer à faire de l'omnicanalité avec les moyens du bord, puis progressivement faire confiance à un acteur qui est dédié omnicanal ou ne faire qu'avec sa gestion de caisse, progressivement passer entièrement son édifice sur de l'omnicanalité et ça va se faire petit à petit. Donc, le but, c'est de vous apporter des conseils qui servent au début, à la réflexion de j'ai un site marchand, je veux faire de l'omnicanalité ou inversement, parce que je le rencontre, j'ai un magasin, je vais aller vers du e-commerce. Il y a 5 ans en arrière, quand un client me disait j'ai mon magasin, je veux vendre en ligne, on lui disait son site marchand. Maintenant, si j'ai un client qui vient vers moi et qui me dit j'ai lancé ma marque artisanale, le magasin marche très bien et je veux vendre en ligne, la première chose qu'on va lui suggérer, c'est quels sont les leviers que tu vas vouloir mettre en place entre ton magasin artisanal, et ce que tu veux faire en ligne. Mais encore une fois, je le répète, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir un site marchand, vous voyez la croissance de votre site marchand, vous voyez l'évolution des technologies. On est dans le même mood et dans la même transition qu'il y a 5 ans au niveau du e-commerce avec de l'omnicanalité. Donc progressivement, vous allez pouvoir monter en charge avec des fonctionnalités qui sont plus ou moins complexes et des technologies des acteurs qui seront plus ou moins complexes pour répondre à votre besoin et bien sûr la taille de votre réseau omnicanal. Alors, 4 bons tuyaux qui vous serviront pour la suite et on vous en fera un paquet cadeau si vous le souhaitez pour la première chose. Donc, j'ai déjà un petit peu parlé de ce sujet-là. Premier tuyau, c'est bien choisir son poste. Alors, je ne crois pas qu'on ait des banquiers connectés, mais s'ils avaient été là, ils auraient peut-être un peu grincé des dents. Pour ceux qui ont connu le e-commerce au démarrage, quand on se lançait au niveau du e-commerce, on n'est pas trop le choix que d'appeler son banquier pour lui dire voilà, j'ai besoin d'une solution de paiement en ligne pour vendre sur mon site internet. Alors, si je parle il y a 10 ans en arrière, toutes les banques n'étaient pas forcément prêtes, les solutions bancaires n'étaient pas forcément au point, et même encore 4-5 ans après, quand une TPE venait ou une PME venait vers son banquier pour lui demander de créer une solution de paiement en ligne, souvent le conseiller bancaire confondait solution de paiement en ligne avec TPE. C'est comme ça que la place a pu être prise progressivement par des acteurs
dédiés à ça, des PSP, comme on l'a évoqué par exemple Payplug, ou Worldline, ou Molly, avec qui on travaille régulièrement, qui sont des acteurs qui se sont dit, bon, on va proposer des outils plus riches, plus innovants, avec plus de fonctionnalités, alors certes plus cher que ce que fait la banque, parce que forcément les taux sont plus élevés, les commissions sont plus élevées, mais on va apporter le plus. Donc aujourd'hui, sur tout ce qui est omnicanalité et POS, on est dans le même contexte. C'est-à-dire que bien évidemment, quand un client va venir vers moi et que sa PME travaille avec la caisse d'épargne, le Crédit Agricole ou que sais-je, il a son TPE assez classique, la plupart du temps, qui a été fourni par sa banque. Et avant de se lancer dans son magasin, si on a son site marchand et qu'on ouvre son magasin, moi j'invite à chaque fois les clients à faire un beau benchmark de tout ce qui existe en diversité de POS, parce que je pense que vous le voyez tous plus ou moins apparaître dans les différents magasins, même restaurants où vous allez. Prenez le temps de regarder les POS qu'ils utilisent. On est de plus en plus loin de ce bon vieux POS avec des cristaux, avec cristaux liquides qui affichent juste paiement refusé ou paiement accepté. Maintenant, on est sur des écrans. Comme vous avez pu le savoir aussi, maintenant, on peut transformer son iPhone en TPE. Donc, il y a des technologies qui ont émergé ces 12-24 derniers mois qui offrent déjà une expérience client bien plus riche. Franchement, il y a des solutions de TPE qui sont très surprenantes dans la richesse, même de l'UX, de l'UI et de l'expérience client que ça apporte en paiement. Je peux même payer mon pourboire quand je suis en restauration. Je peux proposer de la fidélité en plus. Je peux proposer à mon client de taper son email pour s'inscrire à la fidélité. Là où c'était compliqué de demander au client, donnez-moi votre email, je vais le taper. Là maintenant, un TPE devient un outil vraiment d'interaction et d'interfaçage avec notre client physique. Donc prenez le temps. Si vous avez un site marchand et que vous ouvrez vos magasins, de benchmarker, de comparer et de faire l'arbitrage entre une solution de POS qui va peut-être être plus chère, mais va proposer une expérience bien plus riche en magasin, et le bon, vieux et traditionnel terminal de paiement qu'on va avoir au niveau de la banque, qui coûtera effectivement moins cher, qui est bien robuste, qui est aussi costaud qu'un 3310, qu'un Nokia 3310, mais qui va peut-être être moins riche dans l'expérience en magasin, et expérience magasin qui peut se reporter sur le e-commerce. Donc, prenez le temps de benchmarker, de choisir, de voir avec les acteurs. Encore une fois, je vais dire trop de fois Planète dans la conf, mais typiquement, Planète propose ces terminaux de paiement. En fait, un acteur comme Planète, un acteur comme VTEX vont être capables de proposer leur propre solution de TPE sur place. Donc, il faut prendre ce temps et pas céder à la tentation de très vite prendre un TPE pour très vite encaisser, parce qu'il y a énormément de choses qui sont apparues ces 2 dernières années et qui sont vraiment très très efficaces sur l'omnicanalité en elle-même et qui apportent, parenthèse, beaucoup de conversions grâce, et je réinsiste, à l'expérience que ça apporte et l'UX UI des écrans, parce que prenez le temps de regarder les écrans de certains POS, déjà la qualité de l'écran est exceptionnelle et l'expérience proposée est exceptionnelle. Je réinsiste sur le deuxième tuyau, j'en ai parlé aussi, Google Business. Google Business, avec quelques changements là qui ont déjà débuté, parce que la présentation je l'avais faite il y a 2 mois, donc ça a déjà pas mal bougé. Encore plus avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Je rappelle que quand on alimente un Google Business, qui est un outil gratuit, jusqu'à preuve du contraire, alors on ne sait pas s'il n'y aura pas de changement un jour, mais pour l'instant c'est gratuit, on peut gérer et importer tous ces points de vente. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les saisir un par un. On peut déjà tous les créer avec un import CSV. Il y a des API aussi qui permettent de mettre des choses à jour. Donc Google Business, c'est une solution qui est très ouverte. Et qui aussi offre une visibilité qu'on a tendance à ignorer ou à négliger, la localisation. Je rappelle que quand on a une navigation, une recherche mobile, sur Google principalement, les premiers résultats qui sont affichés, c'est les résultats de Google Maps ou les résultats des magasins physiques en fonction de si oui ou non la localisation de l'iPhone est activée. Sous-entendu, on va très souvent avoir les résultats, alors soit les résultats localisés, puisque vous avez travaillé votre référencement naturel, optimisé, localisé sur votre site, donc vous allez voir popper dans les résultats de votre site, soit si vous avez travaillé votre Google Business, que ce soit sur desktop ou sur mobile, vous allez voir apparaître votre page Google Business et ses contenus et ses médias et sa matière. Moralité, quand je parlais tout à l'heure de communication localisée, et la difficulté aussi, on y reviendra, à qui on donne la main, parce que si j'ai 300 magasins, qui est en mesure de communiquer sur le magasin de Decathlon Saint-Dié ou Decathlon La Mode Servolex ou Decathlon en France? Est-ce qu'on laisse la main à des gens qui font du marketing sur place? Est-ce qu'on laisse la main uniquement au groupe? Qui décide et qui communique?
Le Google Business est un vecteur très intéressant parce que il permet de partager des vidéos, des médias, de l'image et de la promotion. Donc, à chaque fois qu'on a des clients qui se lancent dans, même ne serait-ce qu'encore une fois, qu'un seul magasin, on les incite, même on les pousse à mettre à jour, à créer correctement et à la faire aux petits oignons leur page Google Business, à la mettre à jour régulièrement parce que ça alimente Google, les résultats Google. Ça alimente deux autres canaux qu'on ne soupçonne pas qui sont Google Maps et Waze. Et là, je vais insister sur un point qui est aussi les temps qui changent. Tout le monde est en train de changer de voiture et de passer sur des hybrides rechargeables. Et tout le monde commence à avoir dans sa voiture un Apple CarPlay. Et un Apple CarPlay ou un Android mobile. Et bien évidemment, ces technologies, qu'est-ce qu'elles proposent? Google Business et Waze. Et de plus en plus, si vous prenez le temps de regarder le comportement de ces applications dans CarPlay, parce que moi je suis utilisateur d'iPhone par exemple, vous verrez de plus en plus à voir apparaître les promotions, la localisation en magasin et la capacité de faire un itinéraire direct à votre magasin. Tout ça connecté avec votre téléphone. Donc ne négligez pas le contenu et l'alimentation de votre page Google Business qui est clé, et c'est un petit exercice à faire. Nous, par exemple, chez Evolutive, toutes les 2 semaines, tous les mois, on prend le temps de republier les contenus qu'on a mis sur nos réseaux sociaux, sur nos différentes pages Google Business, parce qu'on a une page Google Business pour chacune des agences d'Evolutive, pour être sûr qu'en fait, on alimente la roue. Je fais une toute petite parenthèse sur les outils de Google. Quand je parle de configurer nickel et aux petits oignons son Google Business, pensez également, et nos équipes acquisition sont d'Evolutive, vous pourrez vous matraquer la tête aussi avec ça, pensez aussi à configurer et à mettre en place une chaîne YouTube solide et viable. C'est-à-dire qu'une chaîne YouTube, si vous avez du média localisé pour présenter tel ou tel magasin ou tel produit, pensez à le faire de la façon la plus optimisée qui soit, à configurer correctement votre chaîne YouTube avec la chaîne qui va bien, les playlists qui vont bien, éventuellement avec une poussée sur podcast. Pensez à faire correctement la configuration, parce que je le rappelle et je le souligne, les plus gros moteurs de recherche dans l'ordre sont Google, Google Images et YouTube. Donc quand on va avoir des résultats omnicanaux, on va vouloir avoir une visibilité omnicanale et donc on va vouloir faire en sorte que nos vidéos, médias et communications ressortent de façon localisée comme on le souhaite. Et ça ne se fait que grâce à une chaîne YouTube particulièrement bien configurée, croisée avec un Google Business particulièrement bien configuré. J'en parlais tout à l'heure également, les réseaux sociaux, avec ce vrai dilemme quand on fait l'omnicanal, qui fait quoi, comment on s'organise. Est-ce qu'on fait du média local qui est du coup poussé sur l'ensemble des plateformes, qui fait le média, parce que faire du TikTok c'est bien, mais il faut faire de l'image, il faut faire de la vidéo, il faut se tourner. Donc, est-ce qu'on forme les gens sur place pour le faire et faire de l'expérience magasin, faire de la découverte magasin? Est-ce qu'on le fait de façon générale et on fait de la promotion localisée avec de la vidéo qui est globale à tous les magasins et à la marque? Ces questions sont importantes il faut se les poser avant même de se lancer sur la campagne. Sinon, vous allez créer du média qui n'aura aucun intérêt et qui va être vain et qui sera peut-être sur Internet, mais qui ne servira absolument à rien. J'insiste sur un point, c'est aussi quelque chose sur lequel on milite chez Evolutive et chez notre équipe, dans notre équipe d'acquisition, c'est l'essorage du contenu. C'est-à-dire que quand on va faire une vidéo, un média, qu'on fait un portrait, l'avantage c'est que maintenant les formats sont quasiment tous les mêmes vu qu'ils sont tous copiés entre eux. Si vous avez un channel WhatsApp, si vous avez un Instagram, un TikTok ou si vous utilisez YouTube, le format portrait est bien classique. Il est exploitable sur l'ensemble de cette plateforme. Donc, vous faites une vidéo, vous êtes capable de publier à quelques écarts près, quelques différences sur 4 canaux. Si vous faites un paysage, vous allez pouvoir l'utiliser, mais différemment. Pourquoi ne pas l'utiliser directement dans les magasins, ce qui est très simple à faire avec uniquement un Chromecast? Pourquoi ne pas l'utiliser directement sur le site? Pourquoi ne pas exploiter ce média de façon répétitive? Alors, non pas qu'on est feignant, mais tant qu'à investir sur du temps et du média, faire en sorte que ce média soit exploitable, encore une fois, de façon commune et avec un tronc commun pour les magasins et le site marchand, mais après de façon plus large, de façon épisodique et en extrait sur chacun des magasins. Très important d'y réfléchir parce que ça vient sur mon dernier point, la conduite du changement. Quand on fait de l'omnicanalité, il y a plusieurs équipes. On ne peut pas se leurrer. On a les gens qui sont du e-commerce, on a les gens qui sont dans le ou les magasins, dont les quotidiens sont différents. Les gens qui sont en charge uniquement du e-commerce sont là pour gérer le SAV, les galères, le paiement en ligne qui est tombé, la relation avec l'agence, qu'est-ce qu'on fait comme promotion, comment se passe la performance et l'activité du site marchand. Et on pourrait dire que c'est plus compliqué que gérer un magasin, ce qui n'est
pas forcément vrai, dans le sens où un magasin, faut gérer la relation B2C clientèle, donc la relation client en direct et en face à face, qui est pas forcément plus évidente. Il faut gérer le quotidien de la gestion de caisse, parfois les ralentissements des TPE parce que la connexion est mauvaise, les difficultés de stock, etc. Donc chacun des acteurs, quand on parle d'omnicanalité, a ses problèmes et ses difficultés. Tout l'art, quand on lance un projet omnicanal, c'est de mettre l'ensemble des personnes autour de la table pour être sûr qu'ils ont toutes les billes, qu'ils ont perçu les difficultés qu'on a d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que si on fait ça au niveau du magasin, je vais créer du SAV sur le site marchand, ou inversement, si je fais ça sur le site marchand, je vais créer de la frustration au magasin et des clients ou des clientes qui vont venir, moi, me voir pour m'expliquer la vie. Donc, avant de se lancer dans un projet omnicanal, qui soit encore une fois de 1 magasin ou 300 magasins, il est impératif de prendre le temps de faire un état des lieux complet de qui fait quoi et comment. Et donc, ça passe, encore une fois, par la gestion des stocks. Comment on va être sûr que est-ce que la gestion de caisse que j'ai me permet bien de remonter au site marchand? Donc, est-ce que la gestion de caisse fonctionne pour le faire? Mais est-ce que si je mets une autre gestion de caisse, je vais pas perdre les gens qui travaillent en magasin parce qu'ils avaient leurs repères, ils avaient leurs usages. Donc, en fait, on est sur gestion de caisse, il y a une conduite du changement à faire. Ou est-ce qu'inversement, ça leur offre de nouvelles possibilités? Côté site marchand, encore une fois, si je commence à mettre en place de la fidélité, est-ce qu'elle peut bien redescendre en magasin? Est-ce que j'ai la capacité d'expliquer, d'être limpide sur ce que je propose pour attirer un magasin? Est-ce que oui ou non, ce que je fais au niveau du site marchand attire du trafic en magasin? Parce que souvent, on a aussi ce débat quand on fait de l'omnicanalité. Certains de nos clients, certains des clients que j'ai pu croiser dans ma carrière ont une difficulté, c'est que le réseau de magasins leur appartient en partie. C'est-à-dire qu'il y a des magasins qui appartiennent à la marque et d'autres qui sont en franchise. Donc, il y a toujours le petit débat et le conflit entre les magasins qui veulent éviter de renvoyer du lead au site marchand parce que c'est pas le leur, parce que c'est les franchisés, et site marchand qui hésite à envoyer aux franchisés. En fait, tout ça, ça se décortique. Tout ça, c'est des désamorce très simplement parce que c'est des débats qui existent depuis maintenant 5 ans et ça s'explique, ça s'organise. Et si cette conduite du changement n'est pas assurée, si on n'est pas sûr que tous les cas d'usage n'ont pas été verrouillés et que la solution qu'on met en face n'est pas adaptée, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre une usine à gaz monstrueuse qui va pénaliser et les magasins et le site marchand et ça devient compliqué, ou si on est en train de mettre quelque chose qui est trop lourd et trop contraignant, on pense que c'est bien techniquement pour le site marchand parce que c'est rapide, c'est efficace, mais si ça crée de l'activité en plus en magasin, ça va nuire à l'activité globale de tous les magasins. Donc tout ça est important et ça ne peut pas se faire encore une fois s'il n'y a pas une cohésion et une présentation des métiers de chacun. Parce que la difficulté d'omnicanalité, encore une fois, j'insiste, c'est que des gens qui vivent au quotidien un magasin, qui maintiennent un magasin, n'ont pas le même quotidien que des gens qui maintiennent au quotidien un site marchand. Et il n'y a pas un métier plus compliqué que l'autre. Il y a vraiment des points communs, ça c'est sûr. L'approche client, l'approche retail, l'approche marketing. Cependant, la relation n'est pas la même, le quotidien n'est pas la même et les pics de stress ne sont pas les mêmes. Donc, il est important d'aligner tout le monde et de s'assurer que dès le démarrage du projet, tout le monde est en phase. J'en ai fini et je suis à peu près dans les temps, à quelques minutes près. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si certains d'entre vous veulent compléter avec des remarques. Sur EBP, HPMO. Oula, alors ça, Karel, c'est une question, on pourrait en parler des heures. Ce que je te propose, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas appelé. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on en discute et qu'on voit plus en détail parce que ça dépend, la question, la réponse qui tue, ça dépend de ton EBP et de ta version logicielle. Donc, on pourra en reparler plus tard si tu le souhaites. Pas d'autres questions? Eh bien, je vous remercie toutes et à tous. Passez une très bonne journée. Et encore une fois, n'hésitez pas à solliciter l'équipe d'Evolutive si vous avez la moindre question. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.